Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Dimanche en politique Hauts-de-France, une émission enregistrée dans les conditions du direct. Aujourd'hui, nous clôturons notre cycle de débats sur les régionales et nous entendrons les candidats des principales listes une dernière fois sur leurs projets culturels, sur leurs propositions pour la jeunesse de notre région. Christophe Coulomb, bonjour, vous êtes candidat LR sur la liste de Xavier Bertrand. Thibaut Guilhuy, bonjour, vous êtes candidat LREM sur la liste de Laurent Pietraszewski. Alexandre Wiesel, bonjour, vous êtes candidat PS sur la liste d'Union de la gauche et des écologistes de Karima Delli. Christopher Zurek, bonjour, vous êtes candidat RN sur la liste de Sébastien Chenu. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Nous rappelons que 3 autres listes sont également candidates pour ces élections régionales. Beaucoup de reportages ont montré ces derniers temps la détresse des jeunes durant cette crise sanitaire, une crise qui a creusé les inégalités et mis en lumière la précarité d'une partie de la jeunesse. Que leur proposez-vous, Christophe Coulomb ? Bonjour, merci pour votre invitation. Si la crise sanitaire a touché tous les impacts de notre région, toutes, je dirais, les volets de notre société régionale, l'économie bien évidemment, elle a particulièrement accentué les difficultés chez les étudiants. Et avant même que la crise sanitaire n'aggrave leur situation, bien que ce ne soit pas une de ses compétences, parce que les étudiants sont du ressort de l'université et de l'État, la région a toujours eu au long cours un accompagnement des étudiants. On a accéléré le processus. Je vous donne quelques exemples, notamment face aux difficultés pour se nourrir. La région a fléché les crédits qui permettent de payer jusqu'à 100 repas par an. L'objectif est d'en financer 2 millions sur cette année 2021. C'est les besoins essentiels qu'il a fallu que nous accompagnions. Et derrière cela, on a aussi multiplié par 2 les contrats étudiants qui permettent à des étudiants justement d'accéder à ce qu'ils ne pouvaient plus faire, c'est-à-dire un contrat de travail, un complément de revenu qui leur permettent de travailler à la bibliothèque universitaire par exemple, accompagner certains TD. Et ces contrats étudiants aujourd'hui, ils sont au nombre de 6 000 dans notre région. C'est l'une des réponses de crise, mais je pourrais vous donner d'autres dispositifs que nous avons apportés dans le dialogue avec les étudiants. Nous n'avons pas fait dans notre coin, on a concerté vraiment les associations étudiantes et les universités. Alexandre Wiesel, vos propositions pour la jeunesse ? D'abord, je voudrais dire à notre jeunesse, à cette génération climat qui se bat, qu'elle a été vaillante, qu'elle a été courageuse pendant cette crise, même si elle a été par bien des aspects abandonnée. Vous savez, le quoi qu'il en coûte du gouvernement n'a pas concerné notre jeunesse. Elle a dû elle-même se débrouiller, s'en sortir, quoi qu'il lui en coûte. Vous l'avez dit, certains ont eu faim, se sont retrouvés dans les queues des banques alimentaires. D'autres ont dû rendre les clés de leur studio, de leur colocation, parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer leur loyer à la fin des mois. Tous ou beaucoup ont eu des souffrances psychologiques. Vous savez, je suis enseignant et j'ai vu mes étudiants, l'isolement, ce que ça pouvait leur faire. Et donc, cela est arrivé sur un climat régional qui est déjà compliqué. Je rappelle que dans notre région, quand vous baladez dans la rue, il y a une personne sur 3, un jeune sur 3 que vous rencontrez qui est au chômage. Et donc, partant de ça, nous, on a 3 grandes propositions. La première, c'est déconfiner immédiatement notre jeunesse, la libérer en lui offrant les transports gratuits à moins de 26 ans, les transports en commun. Et donc, dès que nous arriverons, ce sera la première mesure que nous prendrons pour qu'ils puissent découvrir notre belle région, qu'ils puissent aller voir les châteaux dans l'Oise, qu'ils puissent aller voir en baie de Somme ce qui s'y passe. Donc, et puis demain, ça leur permettra également d'avoir une mobilité professionnelle plus grande. Deuxième aspect, c'est les lycées. Sur les lycées, il faut absolument qu'on arrête l'hémorragie au niveau des investissements. Moins 25% d'investissement sur cette mandature dans les lycées. Nous ferons un grand programme de rénovation. Ça ne règle pas la précarité. Ma question, c'était vraiment sur la précarité des jeunes. Sur la précarité des jeunes, je pense que le principal chantier, c'est l'insertion. L'insertion, c'est de permettre à... Aujourd'hui, il y a 80 000 jeunes dans notre région qui sont sans emploi, sans études et sans formation. Nous, notre objectif, c'est d'en mettre 15 000, de financer 15 000 garanties jeunes dès 2022. Thibaut Guilhuy, votre avis, vous, sur cette jeunesse précaire, qu'est-ce que vous proposez ? C'est évidemment un enjeu qui est absolument clé. D'ailleurs, on s'est mobilisé depuis 1 an. Moi, j'ai eu le plaisir de mettre en place le plan Un jeune, une solution dès le début de la crise pour essayer d'apporter une réponse à ces jeunes qui étaient dans la souffrance de cette situation. C'est 9 milliards. C'est plus de 9 milliards d'euros qui ont été investis pour les jeunes, pour les aider à trouver leur emploi quand ils en cherchent un,
pour les aider à trouver une formation. Et au niveau de la région ? Et l'accompagnement. Au niveau de la région, eh bien, c'est cette articulation justement entre les moyens qui sont mis pour l'accompagnement, c'est d'assurer le droit à l'accompagnement. Ces 80 000 jeunes qui sont sans aucune solution, avec Laurent Pietraszewski, nous avons décidé de mettre le paquet dessus. Assurer le droit à l'accompagnement, un accompagnement pour s'orienter et trouver son emploi. Une aide de 500 € minimum qui sera garantie pour leur permettre évidemment de réfléchir à leur avenir. On ne peut pas réfléchir à son avenir si on a le ventre vide. Pérenniser les repas à 1 €, ce qui a été mis en place avec le président de la République Emmanuel Macron. Et puis enfin, trouver une solution de travail à chacun. Et d'ailleurs, c'est très concret puisque si vous allez déjà sur le site Un jeune, une solution, vous avez plus de 15 000 offres d'emploi pour ces jeunes-là. Un jeune, une solution dans les Hauts-de-France, c'est le projet avec Laurent Pietraszewski. Pardon, mais excusez-moi, mais quelle hypocrisie quand même. Je suis désolé, parce qu'il faut quand même dire les choses et avoir une forme d'honnêteté et de continuité de l'action lorsqu'on fait de la politique. Votre gouvernement, monsieur, a abandonné la jeunesse à bien des égards. On a commencé le quinquennat par la baisse des APL. Ensuite, il y a tout le fiasco de Parcoursup. Mais même sur ce que vous dites, quand même, depuis 1 an, nos parlementaires vous disent il faut un minimum jeunesse pendant la crise, il faut une allocation d'urgence pendant la crise, il faut le temps de la crise, ouvrir le RSA, ouvrir le RSA aux moins de 25 ans. Et ce qui n'était pas possible au niveau national, vous nous dites qu'aujourd'hui, c'est possible au niveau régional. Ce qui n'était pas finançable par l'État le devient par la région. Ce qui était de l'assistanat au niveau national devient de la solidarité au niveau régional. Pardon, mais c'est pas possible. Comment vous faire confiance, comment vous croire quand vous ne l'avez pas fait? Vous ne l'avez pas fait au niveau national, vous n'avez pas étendu la garantie jeune, alors que le Conseil d'orientation de la jeunesse vous le proposait. Rapidement, votre réponse. Oui, ça c'est du théâtre politique. C'est pas du théâtre, monsieur, c'est la vie des gens. Écoutez, c'est du théâtre politique. Demandez aux jeunes si c'est du théâtre politique. Vous avez créé vous-même d'ailleurs le droit à l'accompagnement dans la loi. Exactement, mais vous ne l'avez pas étendu, monsieur. On l'avait expérimenté, vous ne l'avez pas étendu. On a aussi le droit au temps de parole, j'imagine. Donc le droit à l'accompagnement, c'était créé dans la loi. Ça, des droits dans la loi, on en a créé beaucoup, mais des droits effectifs. Aujourd'hui, nous, on est passé de 600 000 à 1 million de jeunes qui sont accompagnés parce qu'ils étaient clairement sur le bord de la route. Vous l'avez dit vous-même. Ça, nous, on les accompagne. L'augmentation à 500 €, y compris des stagiaires de la formation professionnelle, c'est nous qui l'avons fait depuis le 1er mai. Ça n'avait pas été fait depuis Michel Rocard, quelqu'un que vous devez connaître un petit peu. Ça remonte à quelques temps. Et la garantie jeune, on est passé de 100 000 à 200 000 garanties jeunes, c'est-à-dire avec cette aide de 500 € par mois. Ça, c'est du concret. C'est un débat national. Et d'ailleurs, les jeunes... Non, parce que c'est dans la proximité, en fait. Justement, c'est avec les missions locales, c'est avec les communes que nous menons ce combat pour la jeunesse. C'est pas un débat national. La relation avec les entreprises, la mobilisation des entreprises, il faut aller les chercher, les petites comme les plus grandes, les boulangers, les décathlons comme les artisans. C'est nous qui allons les chercher pour proposer des emplois et des solutions. Et on va passer quand même à Christopher Zurek qui a le droit de s'exprimer aussi sur le sujet. On laisse passer. On laisse tourner la parole, s'il vous plaît. Non, mais sur les aspects sociaux et professionnels, je pense que beaucoup a été dit effectivement. Et ce qui est tout à fait probant, c'est qu'il y a eu un échec de la majorité régionale, notamment en termes d'emploi, d'accompagnement. La CRC, la Cour des comptes notamment le dit. Il y a un problème d'identification des dispositifs qui se superposent tous, donc il y a un vrai problème d'harmonisation des politiques d'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Mais au-delà de ça, et je sais que personne d'autre que moi ne l'abordera ici aujourd'hui, il y a aussi d'autres choses que les jeunes recherchent, au-delà évidemment du combat contre la précarité. On est en période de sortie de Covid, évidemment. Les jeunes vont vouloir reprendre une vie sociale normale. Il y a aussi les aspects de sécurité dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Il y avait un plan antidrogue, notamment, qui avait été promis par Xavier Bertrand en 2015, qui n'a jamais vu le jour. Il y a la question de la sécurisation des transports et des lycées, dont il me semble évidemment qu'il faut parler. Encore une fois, les jeunes vont évidemment espérer retrouver au travail, c'est tout ce qu'on leur souhaite, mais ils vont aussi vouloir reprendre une vie sociale normale. Il faut les aider en ça et leur permettre d'avoir une vie sereine. Vous parlez de la prévention, justement. Alors, la prévention anti-drogue, notamment, ça, c'est une compétence de la région au niveau des lycées. Racontez-nous, qu'est-ce qui a été fait ? C'est pas une compétence de la région. La prévention, c'est une compétence. Monsieur est venu là, effectivement, pour dérouler les mêmes arguments que l'on a à chaque émission, en réalité. On a parlé rapidement de l'emploi. Moi, j'aimerais y revenir après, mais parce que j'ai répondu à votre question qui concernait la précarité. On y reviendra, mais répondez. Moi, je me suis exprimé juste sur la question de la précarité. Sur la question de la prévention, je vais vous donner un exemple de ce que l'extrême droite est capable d'avoir comme réaction dans l'hémicycle. Soyez pas mépris. Lorsque nous avons voté la mise en place de dispositifs proposés par des lycéens eux-mêmes sur la prévention de la précarité menstruelle,
certains élus de l'extrême droite ont refusé d'évoquer en indiquant que c'était une honte de faire de l'éducation à la sexualité dans les lycées. Vous voyez, c'est exactement le même genre de réponse que l'on a eu dans cet hémicycle depuis 5 ans sur tous les surtout, je ne vous ai pas interrompu si vous permettez. Vous aurez l'occasion de répondre. Sur tous les dispositifs. Il est là pour dire que nous, c'est l'échec, c'est un peu le rôle de celui qui est sortant que d'assumer cela. Par contre, à un moment, on parle des jeunes, il faut être un petit peu sérieux. Il faut être honnête intellectuellement et être capable de se dépasser quand on fait œuvre commune. Vous n'en avez jamais été capable dans l'hémicycle. Pas vous, monsieur. Je ne vous connais pas, je vous rencontre pour la première fois. Mais vos représentants, quand ils étaient là, Sébastien Chenu était un intermittent du spectacle, 50% de temps de présence à la région, il n'a jamais été dans la proposition. On va parler de la culture. Culture, c'est avec vous, ce serait plutôt la dictature. On y viendra tout à l'heure. Justement, vos propositions sur la prévention, pour la mandature à venir. Ce qui est très important, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs de la santé dans les lycées, qui sont des fonctionnaires d'État, qui sont des infirmiers médicaux, des psychologues qui accompagnent les jeunes, notamment dans les lycées. Bien évidemment que nous mettons les moyens lorsqu'ils sont nécessaires. Le clos et le couvert, M. Ouzil m'a attaqué en disant que nous avions laissé les lycées dans un état de délabrement. 5% de baisse Pas un proviseur ne s'est alarmé de cette politique régionale depuis 5 ans. Il n'y en a pas eu un de lycée en difficulté. Monsieur Coulon, je vous donne juste un exemple. La prévention, s'il vous plaît, ce que nous devons faire, c'est donner aux jeunes dans cet espace de liberté. Vous aurez le temps de répondre également, chacun votre tour. Dans cet espace de liberté qu'est un lycée, dans cet espace d'autonomie, nous devons lui permettre d'aller sur des sujets où il a peut-être des fois la plus grande difficulté à l'aborder au sein d'un cercle familial. Pour tout un tas de raisons, je ne mets pas en cause les parents. Mais nous, une fois que le jeune est là, parce que nous apportons les moyens du bien-être, on travaille avec l'ensemble du corps médical. Sur les aides du lycée, justement. Oui, non, sur les investissements en fait dans les lycées qui sont vraiment un problème. Monsieur Coulon, Monsieur Bertrand est venu 3 fois chez moi dans l'Oise pour parler du lycée général de Grandvilliers. 3 fois dans l'Oise. Grandvilliers, juste pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez ce que ça veut dire en termes d'égalité des chances. Les gamins qui sont au lycée général, tous les matins, ils font 1h20 de quart. Tous les soirs, ils font 1h20 de quart pour rentrer chez eux. Gratuit d'ailleurs. 1h20 de quart. Vous vous rendez compte ce que c'est quand on veut étudier, quand on veut réussir dans la vie, ce que c'est. Il faut un lycée à Grandvilliers. Nous construirons un lycée à Grandvilliers et nous pallierons les manquements parce qu'en fait, en réduisant les investissements, vous les avez différés. Et c'est ça qui est dommage. Je ne me remets pas en cause tout. Je vous dis juste sur ces exemples précis qu'il y a un manquement qui a été fait de la part de la région parce que vous avez baissé l'investissement dans le lycée, baissé l'investissement dans notre jeunesse et dans son avenir, nécessairement. Vos propositions sur le lycée ? En tout cas, avant de parler du lycée, pour quand même rebondir sur ce que disait le monsieur du Front National, c'est qu'effectivement, la jeunesse, évidemment, n'aspire pas que à chercher un emploi. C'est pour ça que Laurent Pietraszewski mettra en place le pass liberté, c'est-à-dire 1 000 € pour les jeunes, parce que les jeunes aspirent aussi à pouvoir faire... Pour les jeunes de 18 ans seulement. À partir de 18 ans, pour le sport, pour la culture, pour c'est à 18 ans. À 18 ans. Dans le programme, c'est à 18 ans. À 18 ans et 19 ans. À 18 ans, 500 €. À 19 ans, 500 €. Désolé d'être précis. Pour effectivement que ces jeunes puissent se déconfiner, reprendre un petit peu votre expression, le sport, la culture, mener aussi ces projets et montrer à la jeunesse que nous avons confiance en elle et qu'on lui donne du pouvoir d'achat aussi et du pouvoir de vivre. Christopher Zurek, vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer également sur l'emploi. Qu'est-ce que vous proposez pour l'emploi des jeunes ? Encore une fois, je pense qu'il faut simplement diriger la formation et l'emploi des gens en fonction des besoins des entreprises. Pour ça, ça nécessite une véritable concertation. Donc, encore une fois, encore, c'est pas moi qui le dis, c'est la Voix du Nord, c'est la Cour des comptes. Proche emploi, proche orientation, proche formation, tout ça, ça a été une espèce d'accumulation de dispositifs marketing et cosmétiques qui n'ont pas eu d'effet réel. Tout ça, encore une fois. Et vos propositions à vous ? Écoutez, déjà, on met en relation les lycées professionnels directement avec les entreprises. On se concerte et puis la période de tout ça est vraiment d'un flou, c'est terrible quand même. C'est un aveu terrible de dire il va falloir concerter. Ma proposition, c'est qu'il va falloir concerter. Une comitologie comme proposition sur l'emploi. C'est quand même terrible. On sait qu'il y a un grand nombre des jeunes qui échappent totalement au radar. Donc il y a évidemment la question des lycées, mais aussi à travers les associations d'insertion notamment. Moi, je le vois Hénin-Beaumont régulièrement. Un jeune sur 4 sans emploi, sans formation dans la région. Et moi, je le vois parfois. On arrive parfois à mettre des gens en formation et derrière, on n'arrive pas à leur trouver d'emploi. Mais vous parlez d'Hénin-Beaumont, mais vous avez un formidable lycée professionnel, par exemple, le lycée professionnel d'Hénin-Beaumont, 1200 jeunes qui sont en formation dans tout un tas de... qu'on suit très régulièrement et à qui on donne du travail régulièrement. C'est visiblement pas ce que disent les équipes qui travaillent au lycée professionnel on travaille quotidiennement avec et qui se mobilisent, effectivement. Elles travaillent maintenant avec
plus de 400 entreprises de la région, les petites, les grandes, pour connecter le monde de l'éducation, les jeunes, avec les opportunités d'emploi. Ça, c'est du concret. Monsieur, ce que vous dites est juste, ça je peux l'entendre, mais quand même, l'adéquation entre les mots et les actes. Il y a une réforme de l'assurance chômage qui arrive. Savez-vous combien de jeunes de moins de 26 ans vont perdre la région, soit en durée d'allocation, soit en montant de l'allocation? Est-ce que vous le savez? Il y en a 40 000. 40 000 jeunes dans la région, c'est les chiffres de 40 000. Et vos propositions pour les remettre à l'emploi? Moi, je l'ai dit d'entrée, je l'ai dit d'emblée. Notre proposition, c'est de faire ce qui fonctionne. On en a parlé, c'est la garantie d'emploi, c'est la garantie jeune qui permet de mettre les gens dans un parcours d'accompagnement complet. Il n'y en a que 15 000 aujourd'hui dans la région. Nous en mettrons 15 000 de plus en La garantie jeune est un moyen pour que les jeunes puissent aller vers l'emploi. Mais vous vous contentez juste de faire un chèque aux jeunes. C'est pas un chèque, monsieur. D'ailleurs, on ne bouge pas. Vous allez refaire le RSA. C'est un accompagnement, monsieur. La garantie jeune, nous l'avons voté. La garantie jeune, c'est un accompagnement. Vous en avez fait 30 000 ou 40 000. Nous l'avons voté, nous l'avons mis en place. Donc s'il vous plaît, vous êtes dans l'incantation. Nous, on fait des choses concrètes. 200 000 jeunes qui sont accompagnés, qui ont un revenu, et surtout ensuite qui sont connectés sur les opportunités de formation et d'emploi. Et ça, c'est le rôle de la région que de faire ce travail. Rapidement, comment on fait pour remettre les jeunes face à un emploi durable? Comment on fait justement pour trouver cette adéquation entre la formation et le marché du travail? Alors c'est un sujet qui est extrêmement important. Puis je voudrais rappeler d'abord un principe, c'est que c'est d'abord les entreprises qui créent les emplois. Comment on fait pour... Mais il faut des filières d'apprentissage qui soient en adéquation avec les offres d'emploi. Pas seulement, madame. Il n'y a pas que l'apprentissage. Il n'y a pas que l'apprentissage. C'est un exemple pour les jeunes. Bien sûr. Et je peux vous en parler. J'ai passé 5 ans de bonheur en tant que vice-président en charge de l'apprentissage. Donc tout part des entreprises. Ce n'est pas nous à la région qui d'un claquement de doigts en disant là il nous faut tant et tant et tant. On a contractualisé avec le monde du travail, avec le monde des organisations patronales et syndicales sur des objectifs de recrutement. Et on l'a fait sur des cartes très précises, dans le bassin d'emploi de Creil, dans le bassin d'emploi de Château-Thierry, dans le bassin d'emploi de Lors. Et on a donc, mais rapidement, sauf que les problèmes sont complexes, on a donc fait du sur-mesure. Les résultats sont simples. Entre 2016 et 2019, permettez-moi de ne pas aller sur 2020, qui est une année particulière, nous avons multiplié par 2 le nombre de formations certifiantes, c'est-à-dire avec un diplôme reconnu par l'État, par les entreprises. On est passé de 26 000 personnes à 54 000. Nous sommes la région, je pense que M. Guilluy ne dira pas le contraire, qui est la plus entreprenante en matière de formation. En volume, en financement, vraiment, c'est imparable. Et aujourd'hui, nous devons aller plus loin sur un sujet. Je parle de la compétence régionale, je laisse le débat national de ce côté-là. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces élections nationales-là. On verra ça l'année prochaine. Ce qu'il faut faire, c'est travailler sur le sujet. Ça intéresse le président de région, visiblement. Monsieur Coulon. Vous m'excuserez, Xavier Bertrand, c'est Xavier Bertrand. Christophe Coulon, c'est Christophe Coulon. Une proposition très importante, c'est de travailler beaucoup mieux sur l'orientation. Et là, je m'adresse à M. Guilluy, qui n'est pas membre du gouvernement, mais qui est très proche du gouvernement, puisqu'il est sous la responsabilité d'une ministre. Je ne veux pas mettre en cause votre action. Xavier Bertrand a très bien travaillé avec la précédente ministre du Travail sur la réforme de l'apprentissage. Concluez. Il faut absolument, parce que personne n'est là pour fanfaronner, absolument qu'on se serre tous les coudes. L'emploi, c'est l'État, c'est les régions, c'est les collectivités, c'est les entreprises. Donc écoutez les territoires, c'est une supplique que je vous fais, et proposez, pourquoi pas, à ce que l'on ait une expérimentation pour donner aux régions toutes les politiques de l'emploi. On évoquait le plan d'investissement coût pour la compétence, qui est à hauteur de 150 millions d'euros par an environ. Nous, ce qu'on pense aussi, c'est que cette somme pourrait être plutôt utilisée. Comme, encore une fois, je vous dis, les dispositifs se ressemblent et se superposent. Cette somme, nous, on propose qu'elle soit plutôt dédiée à la prise en charge de la période d'essai pour 3 mois pour aider toutes les PME. Alors on va passer à la culture maintenant, sinon on n'aura pas le temps de l'aborder. Donc à la culture, sous Xavier Bertrand, le budget a augmenté de 70 millions à presque 120 millions d'euros. Je vous propose d'écouter le regard de certains acteurs de la culture sur l'engagement de la région. On est passé d'en gros une centaine de projets par an accompagnés à 232 en 2020, avec énormément de retombées économiques et des retombées qui sont structurantes au niveau de l'audiovisuel et au niveau aussi des retombées annexes, type hébergement, type hôtellerie, type
type restauration, donc c'est un vrai impact. Il y a eu beaucoup de compagnies qui sont implantées ici dans le sud du territoire, dans l'Avesnois, à Douchy-les-Mines. On a fait un énorme travail avec le territoire comme on n'avait jamais fait, et surtout un travail de qualité. C'était de se dire que où qu'on soit en fait dans la région, et même en milieu rural, les habitants ont le droit au meilleur. L'équité territoriale entre le versant nord et le versant sud, c'est-à-dire entre l'ex-Nord-Pas-de-Calais et la région Picardie, n'est pas encore atteint. Mettons en place des dispositifs pour essayer de rééquilibrer et offrir partout une offre culturelle égale. Alors avant de revenir sur ce qu'on vient d'entendre, dites-nous, ce budget, vous le gardez intact ou vous le diminuez, Christopher Zurek? Non, on peut le garder intact. Je ne suis pas du tout choqué par les montants. Simplement, là encore, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a plein de faits qui le démontrent. Il y a une métrospoliation que je dénonçais déjà en 2010 quand j'étais sur les régionales, mais sur ce plateau même contre Amel Gacquer. Il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on parlait de Picto Novo à l'instant. Picto Novo, moi, j'ai pas de problème du tout, ni avec l'objet de l'association, ni avec son financement, même s'il est principalement public. Pour autant, ce que dit aussi la Cour des comptes sur cette association, c'est qu'il y a, pour un projet financé en Picardie, il y en a 9 qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais. Peut-être qu'une terre de tournage, c'est plus facile à trouver, les décors sont plus dans le Nord-Pas-de-Calais qu'en Picardie. Je suis pas du tout convaincu. On a une Picardie qui a des décors somptueux, on a un littoral magnifique. Il n'y a pas de raison, a priori. Il y a eu l'Institut de la photographie qui a été placé dans le Vieux-Lille. On se demande pourquoi. Encore une fois, l'île n'est pas franchement dépourvue d'offres culturelles. Le rééquilibrage territorial, il est vraiment effectué. Il n'a pas été fait pendant ce mandat. Alexandre Ouizil, vous touchez ou pas à ce budget culture? Non, je pense que là, pour le coup, il faut parfois rendre le point. Autant sur les questions des lycées, sur la question de la santé, où le plan anti-cancer a été mis à la poubelle. Là, il est vrai que sur la question de la culture, l'engagement a été tenu, le budget a été augmenté. Et donc, nous, on sanctuarisera ce budget. On ne le baissera pas, on le sanctuarisera. Moi, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux choix qui ont été faits, je ne reviens pas dessus. Nous, ce qu'on propose, c'est sur la question de la sortie de crise et du Covid. On est dans une situation où le monde associatif, culturel, sportif est en cours de redémarrage. C'est extrêmement dur. Je suis élu local dans ma ville. Je vois évidemment les difficultés auxquelles ils font face. Peut-être qu'il faut réorienter les choses un peu moins, même sans les stopper, les grandes structures, mais aller un peu davantage vers ce monde-là, ce monde associatif, pour l'accompagner dans son redémarrage, pour que les liens qui nous unissent partout sur le territoire soient maintenus et soient retrouvés, parce que, honnêtement, je pense qu'on va avoir partout des problèmes de redémarrage de l'activité du monde associatif et culturel. Il y a d'ailleurs un vrai problème, excusez-moi, je vous rends très vite la parole, un vrai problème qui est assez rarement mentionné, c'est que les associations sont l'un des premiers employeurs de France, c'est près de 2 millions sur le territoire national. On a apparemment près d'un tiers des clubs qui n'arrivent pas à renouveler plus d'un tiers de leurs licenciés. Ça va être un problème réel dans les mois à venir. Les associations vont manquer de ressources. Ça veut dire qu'il va falloir pérenniser les subventions, quelles que soient les collectivités. Alors justement, sur les associations, qu'est-ce que vous prévoyez de faire si vous êtes J'ai le droit de parler d'un peu de la culture quand même? Ah oui, sur les associations et la culture, bien sûr. Ça a été dit par plusieurs personnes. C'est d'abord cette formidable liberté de création. La région, la promesse a été tenue, je ne le rappelle pas. C'est reconnu et parce que c'est un secteur qui le mérite bien. C'est s'ouvrir l'esprit, s'aérer l'esprit. C'est aussi de l'économie, je tiens à le dire. Parce que si on a le plaisir à voir derrière son écran sur certaines chaînes des séries à succès qui mettent en avant les panoramas, peut-être un peu plus, vous avez raison, du Nord-Pas-de-Calais, mais je voudrais rappeler quand même qu'énormément de sociétés de production se rendent toujours dans l'Oise, près de là où habite M. Ouizil. Je dirais que ce n'est pas nous qui commandons directement le choix des décors et les productions. Mais on peut se réjouir que Sérimania mette un éclairage supplémentaire sur notre région, et parce que c'est de l'économie, c'est de la visibilité, c'est de la fierté. Demain, ce qu'il nous faut faire, après avoir renouvelé en période de Covid tous les financements aux associations, même si les événements n'avaient pas lieu, pour maintenir en l'état l'outil culturel. Si on apportait un plan de soutien de 3 millions d'euros auprès des filières les plus touchées, là oui, effectivement, il faut travailler au redémarrage. Comment retrouver cette fraîcheur? J'ai beaucoup de plaisir, moi j'attends avec impatience les 27 et 29 mai, le festival Picard, près de Soissons, Sémont, et je profite pour saluer Dominique Létoffé et ses équipes. J'y prends beaucoup de plaisir, c'est un festival rural, très rural. Sémont, je ne pense pas que tout le monde connaisse ici. Et pourtant, c'est un festival qui accueille des milliers de personnes chaque année et qui fait du bien. Donc ce travail, nous le menons actuellement, à la fois sous la demande des artistes et du collectif régional de l'action culturelle qui nous demandent notre opinion. On lui met en avant un certain nombre de points. Et dans la construction du budget 2021, bien sûr,
on a bien évidemment parlé du retour de la culture et du déconfinement. Donc tout ça est prévu sur le budget 2020. Vous maintenez ce budget, qu'est-ce que vous en faites si vous le maintenez ? Le budget, on le maintient. Peut-être que certains grands projets sur l'île 3000, sur les 12 millions qui sont mis sur Sérimania, enfin, il y a quand même quelques gros projets qui aspirent quand même beaucoup de ce budget-là. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est quand même rééquilibrer un petit peu avec, vous parlez de proximité pour que la culture soit un poumon dans les territoires, 50 tiers-lieux culturels partout dans la région. J'étais à Arleux où un ensemble de petites communes se sont organisées pour accompagner les projets culturels des jeunes ou des moins jeunes, accéder à la culture, au numérique aussi, aux arts numériques. C'est cela que nous voulons encourager sur chacun des territoires. C'est aussi nos harmonies, notre patrimoine, je dirais, culturel vivant. On a quand même 800 harmonies. Comment accompagner ça ? Comment accompagner les carnavals ? Justement, c'est vraiment cette culture de la proximité. Ça fait partie de l'identité culturelle de la région. Comment on construit cette identité culturelle de cette région qui n'a même pas de nom pour ses habitants ? Rapidement, Christopher Zurek. En fait, c'est une multiplicité d'identités, notre région. Il n'y en a pas une qui émerge plus qu'une autre. Je pense que, encore une fois, moi, je ne suis pas là pour critiquer particulièrement la politique culturelle des Hauts-de-France à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce que vous feriez ? Moi, je constate par exemple le patrimoine architectural. Moi, on a vu la chapelle Saint-Joseph qui a défrayé la chronique ces derniers temps. Je pense que le patrimoine immobilier non classé mérite un soutien réel, parce qu'en plus, ça ne touche pas que les villes, ça touche aussi la ruralité qui est complètement abandonnée de ce point de vue-là. Pas que par la région, je vous le concède. Et puis après, il y a beaucoup d'initiatives. Vous savez, il y a près d'une quinzaine d'années, il y a le Main Square Festival qui a émergé, qui a apporté un festival quasiment international sur lequel personne n'aurait misé à l'époque. Nous, c'est vrai qu'on a à cœur de mener la construction d'un grand festival de musique électronique en Picardie. Je pense que c'est un territoire qui le mérite. Et puis voilà, ça permettrait de mettre à l'honneur la French Touch. On fait comment, donc, pour cette région ? Comment on les appelle déjà, les habitants des Hauts-de-France ? Je pense qu'on les appelle les Picards, les gens du Nord, les gens du Pas-de-Calais. Et que c'est pas un problème. Et que c'est pas un problème, et que l'objectif de la région ne doit pas être, à mon sens, de fabriquer de force une identité commune. Le temps fera son œuvre, moi j'en suis convaincu. Le temps faisant son œuvre, une identité commune apparaîtra, mais pour l'instant, faisons vivre cette région avec les Picards, les gens du Nord. Donc je crois savoir qu'on finira donc sur une note d'accord. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que 3 autres listes sont candidates pour ces régionales. On les voit apparaître à l'instant. Merci à tous d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain point sur les élections demain dès 23h. Nous parlerons des départementales. Nous débattrons sur les enjeux dans le Nord et dans l'Oise dès 23h. Je vous souhaite un très beau dimanche. Élections régionales et départementales.